Bonjour et bienvenue sur le stand du Pays de Verdun à Verdun Expo, en plein milieu de notre tiers-lieu éphémère dans notre salle de réunion. Là maintenant on va parler de mobilité et je vais laisser la parole à Élise, ma collègue. Bonjour à toutes et à tous, en effet, donc Élise Branget, chargée de mission mobilité durable. Donc quelques chiffres très rapidement donc, pour illustrer la thématique mobilité à l'échelle du pays. Donc malheureusement une prépondérance de la voiture individuelle avec quasiment 90% des déplacements quotidiens qui se réalisent donc par ce biais-là. En découle donc un impact sur la consommation d'énergie avec quasiment un quart de la consommation énergétique finale du territoire qui provient du secteur des transports et donc un mode de déplacement qui pèse sur le coût des ménages, bien entendu. Donc des chiffres assez intéressants, importants, qui sont évidemment à prendre en compte. Des chiffres similaires à l'échelle nationale, mais je vais laisser la parole à Michael Restier, donc directeur de l'ANPP, et Dorine Budan, chargée de mission chez Certinergie et Solutions, tous deux experts dans le domaine de la mobilité et des solutions pour les milieux ruraux. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, du coup, le temps qu'on projette le PowerPoint. Donc, du coup, la NPP, Association nationale des pôles territoriaux et des pays, en fait, le sujet de la mobilité était identifié pour nous comme étant l'un des 3 voire 4 sujets en fait principaux, sujets en jeu en fait pour les territoires ruraux. Donc mobilité, mais également avec les questions de santé, la question d'alimentation et une quatrième avec un signal un peu plus faible qui est sur la silver economy. Donc mobilité, en fait, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, car enfin, il revêt plusieurs caractères. Un caractère naturellement écologique, on va en parler, puis Élise a ouvert sur le sujet, et un caractère social. Il faut se rappeler que quand même la crise des Gilets jaunes a eu pour point de départ en fait la fiscalité liée à la mobilité, et donc en fait qui a des incidences également sur ce volet-là. Donc au niveau du contexte de la transition écologique, effectivement, enfin, comme ce qui a été dit, les transports sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre, qui correspond au niveau national, grosso modo à 30% des émissions de gaz à effet de serre, suivi de l'industrie et du secteur tertiaire, qui tous deux sont autour de 25%, et de l'agriculture ensuite à hauteur de 20%. Sur les véhicules proprement parlé, très clairement, en fait, la voiture est bien plus polluante que les poids lourds, à savoir que sur les 30%, elle représente un peu plus de la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre. Et voilà, les poids lourds, on estime autour de 7%, et en fait, les véhicules utilitaires autour de 6%. Le transport aérien, en fait, également est un mode de transport, en fait, qui correspond à quasiment 4% d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui concerne même pas, en fait, 0,5% des déplacements. Donc, on le mettra bien évidemment à côté, mais ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont plus, en fait, la voiture et les déplacements motorisés. Très alors, sur l'autre. Alors, attendez, hop. Alors du coup, qu'est-ce qu'on entend par mobilité? En fait, mobilité, on parle en fait d'accès, et c'est le sujet, c'est comment on se déplace d'un point A à un point B pour plusieurs raisons, notamment évidemment les déplacements pendulaires, à savoir domicile-travail, mais en fait cette dimension mobilité qui en fait relève plus de l'accès repose sur deux concepts, en fait, deux approches. D'une part, en fait, l'accessibilité, donc du coup c'est la localisation et donc du coup le déplacement lui-même, on veut se rendre d'un point A à un point B, et en fait quelle infrastructure nous utilisons pour ce faire. Souvent en fait l'infrastructure évidemment c'est le réseau routier. Et l'autre chose, qui est la mobilité au sens propre du terme, qui est en fait quel moyen de transport en fait on utilise pour se rendre du point A au point B, et ensuite quel est le service de transport qui potentiellement peut être proposé pour pouvoir en fait remplir ces demandes au niveau des citoyens. Voilà. Donc, lorsqu'on aborde la question de la mobilité en milieu rural, en fait, ça relève évidemment de la question de la dépendance à la voiture et des moyens pour la limiter, ce qu'évoquait Élise encore une fois en introduction. Mais on se limite assez souvent en fait à l'offre, en fait à l'approche par l'offre. On réfléchit plutôt en fait à quel service développer,
qui pourrait constituer une alternative en fait à la voiture. Et la voiture est encore une fois en fait à l'autosolisme. L'autosolisme, c'est le fait d'être tout seul dans la voiture, et donc il y a une réflexion d'ensemble aussi à avoir. C'est donc travailler naturellement sur l'offre, mais également travailler d'avoir une approche plus comportementale à l'échelle même de l'individu pour savoir en fait comment on optimise les déplacements et surtout comment en fait on les atténue. Et par exemple, le covoiturage sont des solutions alternatives qu'on appelle mobilité active. Donc un petit peu, voilà, de donner des éléments d'ordre généraux sur cette question d'accès appuyé sur l'accessibilité et mobilité. Donc du coup, en fait, si on fait un résumé de ce qu'a pu dire Élise et là, cette brève introduction, en fait, au niveau des enjeux de la mobilité, donc il y a plusieurs sujets. Donc c'est l'accès aux services. Donc pour l'accès aux services, c'est également en fait tous les déplacements, c'est déplacements et notamment domicile-travail, mais c'est également l'accès aux services, au commerce, donc aux établissements scolaires bien évidemment, à la culture. On pense naturellement aussi à la santé. Au niveau, c'est un vrai sujet également sur les personnes âgées, ou je dirais plutôt les personnes vulnérables au sens large, ou des jeunes qui sont dépendants après de leurs parents pour pouvoir en fait pouvoir bouger et se déplacer. Ensuite, il y a deux aspects en fait également qui sont en lien. Donc du coup, ce que je vous évoquais tout à l'heure, en fait, la dimension sociale avec la pression budgétaire que la voiture engendre, parce que du coup, c'est encore une fois cette question de la dépendance. Et naturellement, pour tous ceux qui portent un plan climat, par exemple, en fait, l'impact environnemental de l'utilisation de la voiture. Donc du coup, pour ce faire, il y a plusieurs pistes d'action pour en fait travailler sur ces différents points, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc le premier, je vous rappelle aussi qu'on a quand même des objectifs qui baissent assez drastiques, mais tout à fait légitimes naturellement, en fait, d'émissions de gaz à effet de serre de 40%, par rapport à ce qu'il y avait en 90. Réduire la vulnérabilité économique des ménages, maintenir les lieux sociaux et voilà, l'accès évidemment aux services. Donc tout ça, en fait, sont les enjeux sur lesquels on va tenter d'avancer. Et alors du coup, je polis un petit peu, mais en fait, où beaucoup d'enjeux ont été identifiés dans le cadre de la loi LOM, donc c'est loi d'orientation des mobilités, justement, pour en fait faciliter le déploiement de mobilité active. Toujours en fait quelques chiffres encore en fait qui appuient bien cet aspect de la mobilité en milieu rural. C'est en fait déjà 88% des communes sont rurales en France. Alors dedans les 88, c'est rural et périurbaine ou périrural, donc selon les qualificatifs, mais enfin en tout cas c'est une très large majorité des communes en France, et 33% en fait des Français habitent dans ces 88% de communes rurales. L'utilisation de la voiture donc, est ultra majoritaire, comme on peut le voir. 87% des Français utilisent leur voiture au quotidien. Évidemment, beaucoup plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Assez logiquement, en milieu urbain, en fait, il y a les réseaux de transport en commun en fait, permettent d'offrir des alternatives à ces déplacements en voiture. La part du covoiturage dont on va parler plus longuement avec Dorine par la suite représente jusqu'alors que 3% en fait, des volumes des flux en voiture. Au niveau des budgets, en fait, également, donc du coup, toujours le volet social et l'impact pécunier, en fait, c'est le premier poste de dépense en fait pour un ménage, quasiment équivalent en fait au logement, qui est à hauteur de quasiment de 20% du budget d'un ménage, et donc du coup, naturellement, un poste qui lorsqu'il y a des fluctuations, donc a des incidences sur la qualité de vie de nos concitoyens. Ça peut être évidemment en fait un frein à l'emploi dans la mesure où si on ne peut pas se déplacer, en fait certains Français sont en mesure de parfois devoir renoncer à un emploi faute de pouvoir accéder et s'y rendre d'une manière sereine.
et que le secteur lié, encore une fois, au transport, et comme je te l'avais dit au tout début, aux alentours de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc une fois qu'on a dressé ce panel, ça sous-entend qu'il y a beaucoup de choses à faire, et donc ça n'est que le début. Donc quels sont les moyens d'agir en fait? Il y a deux points de vue en fait. Il y a d'une part évidemment les pouvoirs publics et d'autre part en fait côté citoyen. Où en fait les petits gestes du quotidien en fait voilà, peuvent contribuer à ces enjeux qu'on a pu identifier. On va côté évidemment côté citoyen sur l'achat du matériel permettant de se déplacer qui soit en fait moins coûteux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc des véhicules à faible émission. Évidemment, en fait, être plus parcimonieux, on va dire ça, sur les déplacements qui sont à effectuer. Il y a également en fait des réflexions à avoir sur la question du télétravail, pour lequel d'ailleurs la NPP est en cours en train de porter un dossier, un programme sur le sujet avec l'ANCT, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires. Le déploiement des mobilités actives, ce qu'on appelle mobilité douce ou mobilité active, donc avec notamment l'usage du vélo ou la marche à pied, et d'autres formes et de nouvelles formes en fait de déplacement, comme par exemple le covoiturage, pour lequel en fait Dorine vous présentera plus précisément un programme qu'on appelle À côté, que nous portons avec Certinergie. Côté pouvoir public, évidemment, en fait, une meilleure prise en considération de l'ensemble de ces enjeux qui ont été identifiés dans le cadre de la loi LOM, je le rappelle, donc loi d'orientation des mobilités, à développer les infrastructures susceptibles de pouvoir déployer ces mobilités douces. Je pense tout de suite en fait au parking de covoiturage par exemple qu'on a pu fleurir un peu partout dans nos campagnes. Faciliter l'intermodalité on pense tout de suite en fait entre le vélo et le train et qui permettent justement de faciliter donc l'intermodalité ou la plurimodalité dans le cadre de nos infrastructures et surtout de notre matériel. Et enfin, les pouvoirs publics peuvent naturellement sensibiliser, informer les citoyens sur les différentes alternatives susceptibles d'être utilisées pour réduire cette empreinte carbone. Donc, très succinctement, voici l'ouverture que je pouvais vous proposer. Merci Mickaël. Du coup, je vais prendre le relais. Donc, moi, je suis Dorine Budan, donc je suis chez Certinergie et Solutions et je suis chargée de mission au sein du programme À côté. Donc, c'est un programme qui a pour but de massifier le covoiturage du quotidien dans les collectivités peu denses et périurbaines et qui est donc porté par 3 acteurs, la NPP, Certinergie et une entreprise privée qui s'appelle La Roue Verte. Moi, mon intervention ne va pas porter forcément sur le programme À côté en tant que tel, mais plutôt sur les enjeux du covoiturage. Mais quand même, histoire de poser un cadre, je vais vous lancer une petite vidéo rapide sur qu'est-ce que le programme À côté, et j'enchaînerai ensuite, du coup, plutôt sur le covoiturage. Est-ce qu'on a du son, Dorine? Vous n'avez pas de son? Non, pas pour ma part. Élise, vous pouvez nous confirmer que vous n'avez pas de son non plus? Non, on n'a pas de son non plus. Ah, très bien. Du coup, je vais le présenter rapidement à l'oral, ça sera, à mon avis, plus sympa quand même. Donc, À côté, donc acteurs et collectivités engagés pour l'écomobilité. Donc, c'est un programme C2E, donc c'est les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est un dispositif d'État, très rapidement, qui permet aux grands fournisseurs d'énergie de financer des économies d'énergie auprès des consommateurs. Et donc, ça peut passer par des programmes de sensibilisation et de formation, et donc sur plein de sujets, dont la mobilité. Donc, c'est un projet qui a été monté en 2019 donc, par les 3 acteurs que vous voyez là, et donc qui a plusieurs objectifs. Donc en fait, l'objectif, c'est de massifier le covoiturage dans les territoires peu denses en incitant des collectivités à s'engager dans le programme et à recevoir à la fois un programme de sensibilisation pour les élus et les fonctionnaires au covoiturage du quotidien, à ces enjeux, et les accompagner de manière beaucoup plus technique dans la co-construction de lignes de covoiturage sur leur territoire.
qui soit du coup adapté exactement aux spécificités du territoire et aux besoins des habitants. Donc, on va passer. Hop. Donc le cadre légal du covoiturage, aujourd'hui il y a deux grandes conditions qui permettent de définir un déplacement comme étant du covoiturage. Donc c'est tout d'abord que le choix de la destination, en fait que le trajet ait été, que ce soit le choix du conducteur et non pas d'un passager, et qu'au niveau de l'échange monétaire qui se passe, ce ne soit pas une rémunération, mais bien une compensation, donc un partage des frais liés à ce déplacement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une indemnité de covoiturage, ça a été défini par l'URSSAF avec un barème kilométrique qui est donc encadré. Donc, dernièrement, ces dernières années, afin de massifier le recours au covoiturage, il y a un cadre juridique qui s'est construit autour de la pratique, notamment avec la loi LOM. Donc aujourd'hui, le covoiturage, il rentre dans le champ compétence des AOM, donc autorités organisatrices de la mobilité. Il fait l'objet de plusieurs aides, comme le forfait mobilité durable. Donc, c'est un nouveau dispositif qui permet aux employeurs et aux collectivités de participer aux frais de leurs salariés ou fonctionnaires, et notamment pour les mobilités douces comme le covoiturage, en participant à hauteur, donc le forfait aujourd'hui est à 400 € par an, aux frais engagés pour s'engager dans ce type de mobilité. Et on voit, comme disait Michael, fleurir de plus en plus d'infrastructures qui permettent de développer la pratique, notamment des aires de covoiturage, mais aussi des voies dédiées au covoiturage, par exemple sur des autoroutes, etc. Donc on voit que tout est fait pour pousser les habitants à aller vers les mobilités partagées, notamment le covoiturage. Aujourd'hui, on parle covoiturage, mais il y a plusieurs formes de covoiturage pour plusieurs usages différents. Donc, il va y avoir le covoiturage qu'on appelle familial. Donc, c'est vraiment le covoiturage qu'on fait avec notre réseau proche et qui n'entraîne d'ailleurs pas souvent d'échanges monétaires. Et ensuite, on a deux grands types de covoiturage. Donc, on va différencier le covoiturage de proximité, le covoiturage donc régulier. On met principalement dans cette catégorie les déplacements domicile-travail. Et donc, c'est souvent, ça s'organise au sein même de l'entreprise ou avec ses voisins, par exemple, pour s'organiser pour aller au travail. Et on a les covoiturages plutôt longue distance, plus ponctuels, de loisirs. Là, c'est ce qu'on va retrouver plutôt avec des plateformes comme Blablacar qui permettent de réserver des trajets souvent plus longs, mais aussi beaucoup plus ponctuels. Donc voilà, pour réserver un départ en vacances, etc. Donc quand on parle de covoiturage régulier, qui est plutôt le covoiturage qui nous intéresse dans le cadre du programme à côté, donc on parle de domicile-travail. Aujourd'hui, les Français, on est sur les déplacements domicile-travail, 70% vont utiliser leur voiture et dans du coup environ 67% des cas, ils seront seuls dans leur véhicule, puisque aujourd'hui le covoiturage est estimé à environ 3% de ces déplacements domicile-travail. Donc ça augmente, mais il y a encore une marge de manœuvre très grande. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que c'est vrai que le covoiturage régulier, il présente plusieurs freins. En fait, ça peut être beaucoup de contraintes, notamment sur les lieux de dépose et les lieux où on prend les passagers. Ça peut être des problèmes d'horaire. On ne commence pas à la même heure, on ne finit pas à la même heure. Il faut préparer le rendez-vous, il faut donc s'entretenir avec la personne, savoir où est-ce qu'on se retrouve, à quelle heure, où est-ce qu'on dépose. Et chacun peut avoir malheureusement des empêchements. Donc, c'est un grand manque de fiabilité aujourd'hui pour les utilisateurs dans les deux sens, que ce soit pour le passager qui, forcément, a une heure d'arrivée au travail, qui doit être sûr de pouvoir arriver à l'heure et d'y arriver tout court même, et pour le passager qui, des fois, peut faire des détours, etc., sans être sûr que le passager sera à l'heure, que le passager sera présent au lieu de rendez-vous fixé. Donc, il y a un déséquilibre en termes d'intérêt entre les conducteurs et les passagers. Voilà, le conducteur, notamment, va attendre à ce que, quitte à faire du covoiturage et donc à s'imposer de telles contraintes, qu'il y ait un sorte de retour sur investissement, donc ça lui permette de réduire les frais de son véhicule, et pour le passager, qu'il soit un minimum garanti de pouvoir covoiturer et d'arriver dans les temps vis-à-vis de ses contraintes dans la vie de tous les jours. Mais ça a aussi évidemment des bénéfices. Donc, comme je le disais, pour le passager, et pour le conducteur aussi, plus de pouvoir d'achat. Le conducteur, ça lui permet de partager les frais d'utilisation de son véhicule.
Et pour le passager, on estime aujourd'hui que le covoiturage permet quand même de réduire drastiquement les frais qu'on engage par rapport à un service de transport en commun ou si on prenait nous aussi notre voiture de notre côté. C'est évidemment écologiquement très viable. Voilà, aujourd'hui, comme on le disait, l'utilisation de la voiture individuelle est une des premières sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, plus on est dans un véhicule et plus on réduit ses émissions. Et c'est aussi force de cohésion sociale. On l'a vu dans le cadre du programme à côté. Il y a des vrais réseaux qui se construisent sur ces lignes de covoiturage domicile-travail, que ça soit avec des collègues ou avec des inconnus ou avec des voisins d'ailleurs. Souvent, les mêmes personnes se retrouvent sur les mêmes déplacements aux mêmes heures. Et donc voilà, ça permet de créer souvent des amitiés, voire de renforcer les liens au sein d'une entreprise. Et donc, pour contrecarrer ces contraintes que je viens de vous montrer, il y a une forme de covoiturage qui se développe de plus en plus et qui est la forme de covoiturage qui est utilisée dans le cadre du programme à côté. On l'appelle par ligne. Donc, en fait, c'est du covoiturage qui va fonctionner un petit peu à la manière d'une ligne de bus, donc avec des arrêts qui sont prédéfinis. Et donc, le covoitureur va systématiquement passer par ces arrêts et ça permet aux passagers, en étant en arrêt, d'être sûr que des covoitureurs vont passer sur ce trajet-là et donc d'être pris pour aller jusqu'à un autre arrêt. Et ça permet au conducteur de s'assurer qu'il y aura des passagers sur son trajet et aussi donc en fait, comme les lieux sont prédéfinis, à la fois pour la prise et la dépose, ça évite qu'il y ait sans cesse des détours, qu'il y ait sans cesse des personnes qui ne sont pas à l'endroit qui avait été fixé auparavant, etc. Le fait qu'il y ait des horaires à la fois d'ouverture et de fermeture. Donc, par exemple, dans le cadre du programme à côté, on est sur des trajets domicile-travail. Donc, on va être sur du 6h, 9h à peu près, 10h peut-être, et du 17h, 20h, donc aux horaires où on commence et on finit le travail. Et ça permet, sur ces plages horaires réduites, dans le cadre du programme, par exemple, de s'assurer un covoitureur à peu près toutes les 15 minutes. C'est-à-dire qu'une fois que vous dites que vous allez aller à un des arrêts pour attendre un covoitureur, on vous garantit que dans les 15 minutes, vous êtes parti, soit pour aller au travail, soit pour en rentrer, et que vous n'allez pas vous retrouver à poireauter 45 minutes à votre arrêt de covoiturage en espérant que quelqu'un vienne sans aucune garantie. Et donc, il y a une mise en œuvre qui est faite de différentes manières. Ça peut être des bornes, ça peut être des applications. Dans le cadre du programme, par exemple, les arrêts ne sont pas automatiquement matérialisés. C'est à la volonté de la collectivité. Mais par contre, on fonctionne via une application qui s'appelle Illikov, donc qui a été développée par La Rouverte, donc qui permet aux passagers de prévenir quand ils se dirigent vers un arrêt et donc aux conducteurs d'être informés que des passagers attendent à tel ou tel arrêt et donc de beaucoup mieux s'organiser pour passer, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'un passager peut se rendre à un arrêt de covoiturage sans prévenir personne et si un des conducteurs emprunte la ligne de covoiturage à ce moment-là, il pourra s'arrêter pour prendre ce passager sans qu'il y ait eu aucune organisation au préalable. Donc ça permet de simplifier l'accès au covoiturage en réduisant les négociations et donc en étant le plus spontané possible tout en ayant des garanties. Donc 15 minutes sur les lignes à côté. Si aucun conducteur ne se présente dans les 15 minutes, on a défini avec certaines collectivités des moyens annexes, dont notamment l'utilisation de taxis. Du coup, j'avais une deuxième vidéo à vous montrer sur qu'est-ce qu'une ligne de covoiturage dans le cadre du programme à côté, mais comme apparemment le son ne fonctionne pas, je ne vais pas vous la passer. Mais du coup, rapidement, c'est un fonctionnement, donc comme j'ai dit, très simple. Côté conducteur, donc je peux signaler sur mon application qu'en fait, je vais prendre le volant. J'emprunte la ligne de covoiturage, donc les différents arrêts. Et donc, je m'arrête si des passagers sont présents à ces arrêts-là et je les redépose à d'autres arrêts de la ligne selon leur convenance. Et donc, je reçois ensuite via l'application tous les mois un virement qui est la somme de tous les déplacements que j'ai faits pendant mon mois. Et côté passager, donc, je signale ou non, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais ma présence à un arrêt donc pendant les heures d'ouverture de la ligne. Donc, je pars dans un temps donné, donc grâce à la garantie, aujourd'hui c'est 15 minutes. Et donc, je règle mes covoiturages en ligne via l'application chaque mois et donc ma cagnotte est revirée à chacun de mes conducteurs. Aujourd'hui, dans le cadre du programme à côté, c'est une solution
qu'on considère compatible avec l'existant. C'est-à-dire que le but, c'est pas de venir remplacer ce qui existe déjà sur le territoire, mais bien de venir compléter. Ils ont souvent, même dans les territoires les plus ruraux, des transports existants. Ça peut être du transport à la demande, ça peut être un réseau de bus, ça peut être du TER. Et donc, le but n'est pas de venir remplacer ce qui existe déjà, mais de compléter, donc de créer des arrêts donc, dans de nouveaux endroits pour qu'il y ait de nouvelles dessertes. Ça peut être des points, par exemple, où il y a beaucoup de transports, donc où il y a des arrêts de bus, où il y a un arrêt, une gare TER, et donc permettre de relier cette gare à d'autres endroits, d'autres villages aux alentours, ou tout simplement d'augmenter la fréquence. Aujourd'hui, il y a des bus, par exemple, qui existent, mais qui circulent à des horaires sur des plages horaires très larges. Ça va être de venir compléter ce moyen de transport qui existe déjà pour qu'il soit plus efficient. Ça peut aussi s'interfacer avec des bornes d'autostop, comme le réseau Pouce, par exemple, qui est déjà bien implanté dans plusieurs collectivités. Et en fait, l'une des solutions n'empêche pas l'autre. On répond quand même à deux besoins totalement différents. Réseau Pouce, on va plutôt être sur des déplacements de loisirs, sur des jeunes, qui ne s'est pas forcément adapté au trajet domicile-travail, parce que c'est vrai qu'on n'est pas sur une fiabilité extrême sur les horaires, sur est-ce que quelqu'un va me prendre en autostop à une heure convenable pour que j'arrive au travail dans les temps. Sur la solution à côté, voilà, on est sur quand même deux besoins totalement différents. Et donc voilà, on est là pour apporter un niveau de service qui soit complémentaire à ce qui existe déjà sur le territoire et voilà, compléter l'offre et non pas remplacer. Et donc, pour rentrer dans cette dynamique, le programme à côté, on est sur une technique qu'on appelle la co-construction. Rapidement, donc, parce que c'était dans la vidéo, mais du coup, on n'a pas pu la regarder. Quand on parle co-construction, aujourd'hui, dans le cadre du programme à côté, donc, il y a une phase de sensibilisation, comme je le disais, avec les élus et les fonctionnaires du territoire. Et ensuite, le territoire va, avec la Rouverte, co-construire des lignes de covoiturage. C'est-à-dire que le but, c'est de prendre en compte les besoins des habitants sur le territoire et aussi de prendre en compte le territoire en tant que tel, comment il est construit, les besoins, les transports qui existent déjà, et de prendre en compte tout pour créer une ligne qui soit à l'image du territoire et qui ne sera pas du tout le même genre de ligne qu'on trouve sur les territoires voisins. Pour ça, en fait, la Rouverte met en place, à travers sa solution Illikov, des questionnaires à destination des habitants et des forces vives du territoire pour essayer de déterminer quels sont leurs besoins. Donc, quels sont les tracés de lignes qui permettraient, qui sont les plus intéressants, quels sont les horaires aussi auxquels ils penseraient pouvoir utiliser cette ligne. Et en fait, grâce à toutes les données que la Rouverte récolte, ça permet de construire une ligne qui soit adaptée aux besoins des habitants et donc de s'assurer du succès de la solution. Le but, c'est pas de créer des lignes de covoiturage que personne ne va utiliser pour qu'elles soient viables et qu'on puisse garantir un covoitureur toutes les 15 minutes. Il faut qu'il y ait un certain nombre de conducteurs et un certain nombre de passagers pour que tout le monde y retrouve son compte. Et donc, en passant par cette co-construction, on s'assure de la pérennité de la solution sur le long terme. Et donc, ça permet de lever plusieurs freins à la pratique du covoiturage, notamment on y gagne du temps, on n'est pas obligé de définir en amont un lieu, de s'attendre sur une horaire, on se présente à un arrêt et on est normalement sûr d'être pris par un covoitureur dans les 15 minutes. Ça évite beaucoup de stress de est-ce que oui ou non je vais pouvoir avoir un covoiturage. Et ça permet un alignement des intérêts pour assurer que le passager et le conducteur y retrouveront leur compte, notamment parce que le conducteur, il va pouvoir être à peu près convaincu tous les matins d'avoir des passagers dans sa voiture et le passager d'être emmené au travail en temps et en heure par un covoitureur. Je viens d'en parler rapidement de la co-construction. Du coup, comme je disais, il y a cette phase où on va essayer de connaître les besoins des habitants pour évaluer le potentiel des lignes et développer les lignes qu'on considère qui seront viables. Ensuite, on va les expérimenter. Donc, il y a toujours quelques mois après le lancement d'une ligne où en fait on teste le niveau de passage à l'acte des habitants. C'est une chose de dire qu'on pourrait être intéressé par un service, que oui, on a envie que ça se développe, et ensuite de passer à l'acte et de réellement l'utiliser dans sa vie de tous les jours. Donc on a une phase d'expérimentation comme ça de quelques mois où on essaie de construire cette communauté de covoitureurs et de covoiturés pour être sûr que le service soit viable. Et ensuite, donc, on passe à de l'exploitation durable de la ligne. Aujourd'hui, il y a par exemple une ligne qui existe entre Le Vercors et Grenoble qui permet de relier donc,
le massif du Vercors à l'agglomération de Grenoble et qui fonctionne très bien, j'en parlerai juste après. Et donc optimiser le fonctionnement des lignes afin que derrière elles soient économiquement pérennes, à la fois pour les utilisateurs et pour la collectivité qui l'a développée. Et donc permettre de pérenniser cette solution dans le temps pour qu'elle dure, pour qu'une fois que voilà, les habitants aient pris l'habitude d'utiliser ce nouveau moyen de transport, qu'ils puissent l'utiliser pendant des années. Donc comme je disais, aujourd'hui, on a une ligne qui existe entre le massif du Vercors et Grenoble. Donc on est sur un rabattement zone rurale, zone urbaine. Donc le but, c'est de permettre à ces personnes qui habitent sur le massif du Vercors de rejoindre Grenoble facilement, puisqu'on a une grosse majorité de ces gens qui, évidemment, travaillent dans l'agglomération de Grenoble. Donc c'est une ligne qui fait 23 km de long et qui ne comporte aucun péage. On est sur un flux qu'on appelle modéré, donc environ 350 navetteurs par jour. Et c'est une ligne un peu spéciale puisqu'elle n'a qu'un seul arrêt intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a l'arrêt de départ de la ligne qui se trouve donc dans le massif du Vercors. On a un arrêt dans le centre de Grenoble, donc qui est au niveau d'une zone avec énormément de transport. On va avoir le tramway, on va avoir le bus, on va avoir voilà. Et on a au milieu de ça un seul arrêt intermédiaire. Aujourd'hui, c'est une ligne qui permet à ses conducteurs de générer environ 100 € par mois. On est sur 500 déplacements mensuels. Et donc, on est sur une ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a créé énormément de liens sociaux. En fait, on voit que 25% environ des inscrits se sont inscrits sur recommandation d'un de leurs proches. Pour avoir testé cette ligne moi-même, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours d'expérience de personnes qui nous disent qu'ils finissent par covoiturer très souvent avec les mêmes personnes aux mêmes heures et qui du coup ont créé un vrai réseau entre eux. Voilà, ils finissent par très bien se connaître et donc ils voient à peu près tous les matins et tous les soirs les mêmes personnes, ce qui est assez sympa. On a 98% de respect de la garantie des 15 minutes. Et donc, les 2% restants, dans le cas de cette ligne, sont assurés par des taxis qui sont pris évidemment en charge par la solution à côté et pas par le conducteur ni par le passager. Et donc, les 4% de churn mensuel, c'est des gens qui ne vont pas continuer l'utilisation de la ligne. Donc, ils vont l'utiliser pendant une certaine période, mais qui ne vont pas pérenniser leur utilisation de cette ligne. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci à Michael et à Dorine pour cette présentation. Au niveau du coup du Pays de Verdun, qu'est-ce qu'on apporte au niveau des solutions? Donc, le Pays de Verdun a fait le choix de coopérer donc, avec les deux autres PETR meusiens, à savoir le Pays Barrois et le Pays Cœur de Lorraine. Donc une coopération interPETR autour des mobilités qui bénéficie donc d'un fonds européen. L'objectif de cette coopération est donc de déployer des solutions des solutions alternatives à la voiture individuelle, comme l'a illustré Dorine, et pour faciliter donc le quotidien des Meusiens dans leur déplacement. Au niveau des différentes solutions, on a eu une première vision donc, du programme à côté avec le covoiturage illustré par Dorine, mais il y a aussi donc, d'autres solutions qui sont complémentaires à ce programme. Donc, je vous invite à voir l'ensemble des solutions que le Pays de Verdun souhaite déployer sur le territoire sur le webinaire qui a été réalisé, donc le webinaire Mobilité durable sur la chaîne YouTube du Pays de Verdun. Merci à vous pour votre écoute. Et merci à Dorine, merci à Michael, merci Élise. On aura l'occasion de reparler mobilité dimanche à 15h avec expert de la mobilité douce, Ludovic Bu. Et on se retrouve tout à l'heure de nouveau avec Tom pour parler culture, pour parler bien-être, covoiturage, coworking, pour parler tiers-lieu tout simplement. À tout à l'heure.